Bon, écoutez, merci d'être venu ce soir à cette conférence qu'on va faire avec Andy. Bon, je me présente, pour certains qui ne me connaissent pas, je suis Hervé de l'Épaule, je suis président de l'association Vivre Saint-Nicolas. Bon, elle est toute jeune, on l'a créée en début d'année, hein. Donc on a déjà fait la marche pour la journée de la femme, on a fait aussi la chasse aux œufs, on a fait un pique-nique pour la Saint-Victor, et puis aujourd'hui, ben, on va parler d'Octobre Rose, et voilà. Donc ça va se passer en plusieurs. Donc là maintenant, je passerai la parole à Andy. Après il y aura la remise de chèque. Hein, voilà, ça c'est donc on a eu les bénéfices qu'on aura fait avec le repas de ce soir. Et puis après vous aurez un apéritif, une sangria. Bon, c'est pas trop alcoolisé, comme ça je suis sûr que vous rentrerez tranquille. Voilà. Et bien, écoutez, et après on passera justement à la paella. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonjour, alors moi je suis le Dr Schmitt, praticien hospitalier gynécologue sur le centre hospitalier d'Aix-en-Provence et je suis président de l'association AFEG. Je vais vous présenter rapidement l'association qui a été créée en 2002. C'est une association de 1901 qui a été reconnue d'intérêt général. Nos principaux objectifs, c'est de faire de la prévention sur le cancer du sein et les autres cancers gynécologiques, de promouvoir l'information au grand public sur le dépistage, sur la prévention, et d'améliorer le bien-être des patientes qui sont en cours de traitement dans les cancers gynécologiques. On a créé ce qu'on appelle la bulle de bien-être, avec de la médecine chinoise, de la flexologie plantaire, massage shiatsu, et on fait plusieurs ateliers au cours de l'année pour apporter du réconfort et pour parer les effets secondaires des traitements de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie qu'on a notamment sur le cancer du sein. Donc après on a le site internet saintvictoire.fr et les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver dessus. Donc au niveau du cancer du sein, donc la prévention du cancer du sein, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des moyens qu'on peut déployer pour éviter ou pour dépister au plus tôt un cancer du sein, pour éviter qu'il ne devienne plus sévère et qu'il devienne plus grave et plus compliqué à traiter. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer, c'est une transformation de cellules. Donc, au départ, il y a une cellule qui va avoir un problème au niveau de sa génétique et qui va se mettre à se multiplier. Et on va avoir un amas de cellules. Et cet amas de cellules va entraîner de plus en plus de mutations génétiques qui vont la rendre complètement folle, entre guillemets, et qui va envoyer des cellules ailleurs. Donc au départ, elle va se concentrer dans une masse, dans le tissu concerné. Donc là, pour ce qu'on parle, c'est le cancer du sein. Et après, de cette masse, elle va pouvoir donner des cellules dans l'ensemble du corps, qu'on appelle du coup des métastases, et donner des cancers sur d'autres organes. Donc ici, vous voyez un peu l'histoire du cancer du sein. Donc, au départ, on a des cellules bleues qui sont normales. La cellule commence à se transformer et à se multiplier. C'est ce qu'on va parler de carcinome in situ. C'est quand le cancer reste dans le tissu. Donc, à cette étape-là, il ne peut pas donner de métastase, mais on l'appelle quand même cancer. Après, il se développe un peu plus. Donc, ça va devenir un cancer infiltrant. Donc là, il est un peu plus agressif et il peut commencer à donner des cellules qui disséminent à distance. Et une fois qu'il peut entrer dans les vaisseaux, c'est là qu'il va disséminer ces cellules et aller à distance. Donc, par exemple, dans le cancer du sein, on peut avoir des métastases sur les os, sur les poumons, sur le cerveau. Donc, on va faire un petit peu d'épidémiologie. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme au monde. Que ce soit en incidence, donc l'incidence c'est le nombre de cancers du sein, et en mortalité. Donc vous voyez, c'est la partie rose, c'est le premier cancer au monde. Donc là, sur l'incidence, on voit que ça touche tous les pays du monde. Il n'y a pas plus en Europe qu'aux États-Unis. C'est tout le monde touché par le cancer du sein, et c'est le premier cancer dans tous les pays. Au niveau de la mortalité, pareil, ça reste la première cause de mortalité. Tout ce qui est dans les pays roses, que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en rose,
C'est là où c'est la première cause de mortalité pour les cancers féminins. Donc ça c'est encore de l'épidémie, on va passer dessus. Donc au niveau du cancer du sein, beaucoup pensent qu'il y a la génétique qui joue, l'hérédité. En fait, ce qu'on peut voir sur ce diagramme, c'est que le cancer du sein, la plupart du temps, c'est un cancer du sein sporadique, donc ça veut dire qu'il ne dépend pas de la génétique. On considère qu'à peu près 20% des cancers du sein sont génétiques. Et quand on dit génétique, on a identifié deux mutations. Il y a la mutation BRCA1 et la mutation BRCA2, qui, quand on a cette mutation, on a un fort risque de faire un cancer du sein. Donc voilà, il faut juste... c'est pas parce qu'on a un antécédent dans la famille qu'on est plus à risque que quelqu'un d'autre. Le cancer du sein, ça touche une femme sur 8. Presque tous quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer du sein. Après, par contre, quand on a 2-3 antécédents dans la famille, là, on peut enclencher ce qu'on appelle des enquêtes génétiques pour rechercher, savoir si on a la mutation. Et du coup, ça en découle sur toute la famille. Si on trouve une mutation, tout le monde doit être testé pour savoir s'ils sont porteurs de cette mutation. C'est l'exemple, par exemple, d'Angelina Jolie qui a eu la mutation. Et pour éviter de faire un cancer, on peut faire une mastectomie prophylactique. On enlève la glande et on reconstruit immédiatement pour diminuer le risque de faire un cancer. Donc, comme je vous ai dit, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. L'âge moyen d'apparition, c'est à peu près 63 ans. Après, ça touche tout le monde, hein, de 25 ans à 100 ans. Mais voilà, la moyenne, c'est 63 ans. On a à peu près 254 000 cancers du sein par an en France. Donc je vous ai dit, c'était une femme sur 8. L'incidence a doublé entre 1990 et 2018. Et maintenant, elle tend à avoir un taux plutôt fixe. Donc on n'a pas plus de cancers ces dernières années. Donc là, on voit les courbes par rapport à l'âge. Donc on voit le premier pic qui est un peu plus faible ici, entre 50 et 54 ans, c'est quand les femmes arrivent à la ménopause. Et le deuxième pic, par ici, autour de 63 ans, c'est là où le pic est plus gros sur les incidences du cancer du sein. Là, vous avez une courbe sur la mortalité. Donc on peut voir que l'incidence, comme je vous ai dit, elle a augmenté un petit peu après les années 1990. Là, on est plutôt sur un plateau. Et même si ça a augmenté, la courbe du bas, la mortalité, elle n'a pas augmenté, elle a même diminué, justement grâce au dépistage du cancer du sein, on les diagnostique plus tôt, et grâce aux avancées dans les traitements du cancer du sein. On a des meilleurs traitements maintenant, et du coup, la mortalité diminue. Le taux de participation au dépistage. Donc, l'idéal serait qu'on soit à 100% de dépistage chez les femmes entre 50 et 75 ans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de femmes ne font pas le dépistage. On tourne autour de 50% de dépistage. Donc là, on peut voir que le dépistage pendant des années était bien. Là, le petit trou, ça a été pendant les années Covid, où il n'y a pas eu de dépistage qui a été fait. Là, on retourne sur des taux de 40 à 50%. Là, vous avez le dépistage en fonction des régions. Et on peut voir que la région PACA, on est très très nul au niveau dépistage. Les femmes ne font pas le dépistage, donc région PACA et Île-de-France, il va falloir un peu se motiver à aller faire la mammographie parce que c'est important. Donc les facteurs de risque qu'on peut trouver sur un cancer du sein sont... Le cancer du sein, ce n'est pas une cause précise, il y a plusieurs causes. Donc on peut avoir l'âge, plus on va vieillir, plus on a un risque de cancer du sein. On a vu que la moyenne c'était vers 63 ans. Il y a les antécédents familiaux quand ils sont nombreux. L'âge des premières règles et l'âge de la ménopause jouent aussi parce que la plupart des cancers du sein sont hormonodépendants. Donc ça veut dire qu'ils dépendent des hormones sécrétées par les ovaires. Et donc plus on a les règles tôt et plus on a la ménopause tard, c'est-à-dire qu'on a une plus grande imprégnation hormonale, donc on est plus à risque de faire un cancer du sein. Il y a les mutations génétiques, comme je vous ai dit, et l'HCA, c'est quand on peut avoir des lésions précancéreuses au niveau du sein. Ça se dépiste en mammographie.
Après, on a des facteurs de risque modifiables. Donc, par exemple, la consommation d'alcool, on peut voir que ça augmente le risque de 15,1% des cancers du sein chez les femmes de plus de 30 ans. Le tabagisme, qui augmente le risque de cancer du sein. Le surpoids et l'obésité, parce que dans le gras, on a une enzyme qui transforme le gras en hormones. Donc, plus on est en surpoids, plus on va sécréter d'hormones, donc plus on est à risque de cancer du sein. Le manque d'activité physique, ça joue aussi. Et ça joue aussi sur le... Quand on a été traité pour un cancer du sein, il y a eu des études qui ont prouvé que l'activité sportive permettait de diminuer la récidive. Donc l'activité sportive est très importante. Et après, il y a plein d'autres facteurs, comme le travail de nuit, les perturbateurs endocriniens. Mais voilà, rien n'est identifié précisément, c'est des faisceaux d'arguments. Donc, au niveau de l'anatomie du sein, donc, voilà, vous voyez le sein sur une coupe de face. Le sein, c'est, faut imaginer ça comme un arbre avec plein de canaux. Donc on a les lobules qui vont produire le lait, que vous voyez ici. Et après, il y a toutes les arborescences de canaux qui vont arriver jusqu'au mamelon pour acheminer le lait. C'est pour ça que dans le cancer du sein, il y aura deux types de cancers. Ceux des canaux, c'est les carcinomes canalaires, et ceux des lobules, c'est les carcinomes lobulaires. C'est deux identités différentes qui sont importantes pour nous. En fait, ce n'est pas un cancer du sein, c'est plusieurs cancers du sein, parce qu'il y a les canalaires, les lobulaires. Dans les canalaires et les lobulaires, il y a les hormonodépendants et ceux dépendants, et il y a plein d'autres protéines. Donc, voilà, on n'a pas tous le même cancer du sein. Plusieurs cancers du sein, et les gens qui ont un cancer du sein auront des traitements différents en fonction du type de cancer. Et comme je vous ai dit, donc, le développement du sein est sous l'influence des hormones, l'oestrogène et la progestérone. Donc, chez les jeunes filles, dès qu'elles ont leurs premières règles, avec les ovaires qui commencent à sécréter des oestrogènes et des progestérones, c'est là qu'on a une croissance des seins, avec la poitrine qui augmente de volume. Ça montre que c'est sous l'influence hormonale, et ces récepteurs hormonaux vont être importants, nous, pour un cancer du sein, pour savoir quel type de traitement on pourra mettre en place par la suite. Donc, le dépistage du cancer du sein, il y a un dépistage qui est organisé par la Sécurité sociale de 50 à 75 ans. C'est un examen, donc il consiste en un examen clinique. Le radiologue est censé vous palper, ou votre gynéco, palper les deux seins, palper les aires axillaires. Et après, il fait la mammographie. La mammographie, il fait deux incidences. Et il y a une double lecture. Il y a une première lecture par le radiologue, et les clichés sont renvoyés à un autre radiologue dans un autre centre, où il y a une deuxième lecture pour éviter les erreurs et pour augmenter la sensibilité du dépistage. C'est pour ça qu'en général, on ne reçoit pas le résultat immédiatement, on a le résultat en différé, parce qu'il faut qu'il y ait cette deuxième lecture. Après, il y a le dépistage organisé, mais ça ne dispense pas aussi d'un dépistage individuel, chez des gens qui ont des antécédents familiaux, ou chez il y a beaucoup d'antécédents, ou si on sent quelque chose, il faut aller faire une mammo. Donc ça, il y a le dépistage individuel. En général, les gynécos aiment bien faire une première mammographie à 40 ans, une à 45 ans. Après, à 50 ans, on rentre dans le dépistage organisé. Après, comme je vous ai dit, le cancer du sein ne s'arrête pas à 75 ans. Donc, chez les gens qui sont encore en pleine forme, en bonne santé, il faut continuer à avoir une consultation gynéco et faire des mammographies tous les 2 ans. Tant qu'on est en pleine forme, on a encore des gens à 100 ans qui sont bien, donc il faut continuer la mammo. Le cancer du sein ne s'arrête pas à 75 ans. Vous, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire chez vous pour la prévention du cancer? Vous pouvez repérer des changements au niveau de la poitrine. Donc, soit vous pouvez vous sentir une masse dans une masse dans le sein. Donc ça, après, pendant l'apéro, vous pourrez essayer de faire de l'autopalpation sur le mannequin pour apprendre à dépister une masse dans le sein. Vous pouvez regarder, il peut y avoir un changement de taille au niveau du sein, un changement de couleur ou un changement de forme qui peut vous attirer l'attention. On peut avoir un changement d'apparence du mamelon, ce qu'on appelle, c'est comme un eczéma au niveau du mamelon. Oui, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo.
Du coup, c'est pas un eczéma, c'est ce qu'on appelle une maladie de Paget, c'est un cancer du sein. Donc, si jamais vous avez ça, il faut consulter le gynéco. On peut avoir un écoulement au niveau du mamelon, donc ça, il faut bien aussi regarder. Ça peut être un écoulement soit citrin, sans couleur, ou soit un écoulement sanglant. Donc là aussi, il faut consulter. On peut avoir des glissements au niveau de la peau ou des méplats, ça fait comme des petites dépressions au niveau du sein. Et on peut avoir ce qu'on appelle une peau capitonnée ou un peu épaissie, ça c'est quand on a un cancer inflammatoire, ça se présente voilà, comme un espèce d'œdème du sein. Il faut savoir consulter quand on retrouve un de ces symptômes. Donc après, il y a l'autopalpation que vous pouvez faire. Donc l'autopalpation, c'est bien de le faire chez les femmes qui ne sont pas ménopausées en première partie du cycle, juste après les règles, parce que les seins sont moins tendus et c'est plus facile de palper des choses. Le pratiquer une fois par mois, c'est bien, comme ça on connaît sa poitrine, et une fois qu'on connaît sa poitrine, si on voit des changements, on va consulter. J'ai une petite vidéo sur l'autopalpation. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un auto-examen de vos seins qui permettra de détecter la survenue d'une éventuelle anomalie. Dans de nombreux pays, un dépistage organisé gratuit est mis en place, en règle générale pour les femmes à partir de 50 ans. Il s'agit d'un examen radiologique des seins qui est à privilégier, car il permet de détecter une anomalie avant même qu'elle ne soit palpable. Et plus un cancer est détecté tôt, et plus il est simple à traiter. L'auto-examen des seins peut être régulièrement pratiqué dès l'âge de 20 ans. Il doit être réalisé quelques jours après les règles pour une meilleure souplesse des tissus. Voici les anomalies qui doivent attirer votre attention et qui sont à signaler à votre médecin. Une variation de la taille et de la forme de vos seins. La survenue d'une boule palpable. Une rétractation de la peau. Un épaississement de la peau. Une rougeur ou des veines apparentes. Un écoulement au niveau d'un mamelon. Pour pratiquer l'auto-examen, installez-vous debout, devant un miroir, les bras le long du corps, et examinez l'aspect de vos seins en vous tournant légèrement et recherchez toute modification visible. Levez un des deux bras, puis avec les 3 doigts de l'autre main, palpez le sein du côté du bras levé. Débutez par la partie externe, les doigts plats, en effectuant de petits cercles. Une attention particulière doit être portée à la zone entre le sein et l'aisselle. Dessinez des cercles en faisant le tour complet du sein et en vous rapprochant de plus en plus du mamelon. Terminez par ce dernier en le pressant délicatement pour s'assurer de l'absence d'écoulement. N'oubliez pas de palper également la zone se trouvant au-dessus des clavicules. Réalisez l'examen sur l'autre sein. Soyez d'autant plus vigilante si un cas de cancer du sein a déjà été détecté dans votre famille ou que vous avez des antécédents personnels. Vous devez impérativement en parler à votre médecin. Je donne comme exemple le centre hospitalier d'Aix-en-Provence. On a mis en place ce qu'on appelle le diagnostic en un jour.
C'est un concept assez récent et qui permet d'obtenir des résultats le jour même. Vous voyez le gynécologue qui vous fait la palpation, vous êtes directement envoyé vers le radiologue qui vous fait la mammographie. S'il détecte l'anomalie, il vous fait une échographie avec une biopsie, il prend un petit morceau de la masse qui est envoyé directement à l'anapathe et on a un premier résultat immédiat qui permet de nous dire si c'est un cancer ou pas un cancer dans la journée. Donc les critères d'éligibilité de ce diagnostic, c'est la palpation d'une masse, un écoulement mammaire, la déformation, c'est tous les petits signes qu'on a vus, ou si vous avez eu une mammographie qui est anormale, ACR4 ou ACR5. Donc vous avez le numéro de téléphone direct, vous aurez des petits dépliants aussi là si vous voulez, et c'est ouvert le lundi, mardi, le mercredi et le jeudi, qui permet d'accélérer la prise en charge grandement, parce que sans ce diagnostic en un jour, en général, on est inquiète, on va voir le médecin envoie vers le gynéco, ça peut prendre 3-4 semaines, ça va envoyer à la mammo, le temps d'attendre la mammo, encore 2 ou 3 semaines, qui vous fasse la biopsie, il faut attendre les résultats 2-3 semaines, vous êtes renvoyé au gynéco, et tout ça, ça a pris 2 mois quasiment, alors que là vous êtes tout dans la journée. Et en 2 mois, il peut se passer plein de choses. Donc là, vous avez le parcours du diagnostic en un jour. Pareil, je vais vous mettre une petite vidéo. Le diagnostic en un jour au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. La patiente se présente à la maternité après avoir pris un rendez-vous au numéro dédié 06 30 94 74 97. Elle est alors orientée vers le chirurgien scénologue pour une consultation complète. Lors de cette consultation, le chirurgien questionne sur les antécédents de la patiente, les antécédents familiaux et les manifestations cliniques. Réalisation de l'examen clinique par palpation. Après l'examen clinique, la patiente est orientée en radiologie au 2e étage afin de bénéficier d'une mammographie. La patiente est guidée par une manipulatrice radio afin de réaliser les clichés de mammographie. La première incidence est une incidence crânio-caudale. Une deuxième incidence est réalisée, une incidence oblique externe. Parfois, d'autres clichés complémentaires peuvent être réalisés. Le radiologue analyse les mammographies, puis complète l'examen paraclinique par une échographie. Échographie mammaire et des aires axillaires. Si une masse est jugée suspecte par le radiologue, la patiente bénéficie d'une biopsie immédiatement après un geste d'anesthésie locale. Le radiologue injecte donc un anesthésiant en regard de la tumeur. Puis réalise une biopsie en étant guidé par l'échographie.
L'échantillon de la tumeur est alors conditionné et adressé en anatomopathologie pour examen extemporané. Préparation d'une lame pour examen direct. Grâce à divers colorants, l'anapathe peut analyser la lame. L'anatomopathologie fera son compte rendu directement au chirurgien qui recevra la patiente pour le diagnostic immédiat. Le reste de la biopsie servira pour la réalisation d'une cassette pour l'examen complémentaire définitif. Type d'une patiente. Donc ça s'est rendu possible sur le centre hospitalier parce qu'on a une équipe de chirurgiens onco, l'équipe de radiologie, l'équipe des anapathes, ceux qui analysent la pièce. On a la médecine nucléaire sur place pour la chirurgie par la suite. On a les chirurgiens plasticiens, on a les oncologues, on a les radiothérapeutes, les psychologues. Donc on a vraiment une unité de lieu qui permet de faire ce type de prise en charge sans avoir de perte de temps dans le diagnostic. En 2021, on avait eu sur ce parcours, on a eu 283 patientes et ça fait à peu près 23 patientes par mois et on a eu 86 diagnostics de cancer du sein qui représentent 30% des patientes. Donc, une femme sur 3 qui a consulté ce diagnostic avait vraiment un cancer du sein. Il a été pris en charge dans les 3 semaines pour une chirurgie. Donc, on va passer un peu sur le versant traitement des cancers du sein de manière survolée. Je ne vais pas vous rendre gynécologue en une soirée. Donc, la plupart des cancers du sein sont traités par chirurgie. Le chimiothérapie, c'est pas systématique, c'est plus ou moins. La radiothérapie et l'hormonothérapie si le cancer du sein est hormonodépendant. Donc au niveau de la chirurgie, il y a 2 possibilités. Au niveau du sein, on a soit les mastectomies totales, c'est qu'on enlève tout le sein, toute la glande mammaire, et du coup la patiente se retrouve à plat. Soit la mastectomie partielle, où on enlève qu'un morceau du sein, on va enlever la tumeur avec ce qu'on appelle des marges de sécurité autour, et on reconstruit le sein pour rendre un sein uniforme. Le but, c'est de ne pas laisser de trous. On fait ce qu'on appelle de la reconstruction glandulaire et on rend un sein qui est de forme normale. Dans le cancer du sein, aussi, ce qu'on analyse, il faut qu'on analyse les ganglions. Donc, le cancer du sein se draine vers les aires axillaires, donc sous les aisselles, et il faut qu'on analyse ces ganglions. Il y a 2 possibilités. Soit on fait un curage axillaire où on enlève toute la chaîne ganglionnaire pour l'analyser. Ça, c'est quand elle est atteinte, quand on sait qu'il y a des ganglions qui sont positifs. Quand les ganglions sont négatifs, il faut quand même aller chercher ce qu'on appelle le ganglion sentinelle. C'est le premier ganglion de la chaîne. Il peut en avoir 1 ou 2, parfois 3. On détecte grâce à une lymphoscintigraphie. En fait, la patiente, la veille de l'intervention, a une injection au niveau de l'aréole. Et ça va nous permettre de repérer le jour d'intervention ces premiers ganglions qui vont être colorés. Donc c'est soit du technétium, c'est un produit isotopique radioactif. Donc on a une espèce de petit compteur Gégère qui permet de repérer ce premier ganglion qui va sonner. Soit une technique colorimétrique où on injecte un colorant et le ganglion va se colorer. Là, on peut voir par exemple, l'injection a été faite ici et le ganglion s'est coloré en bleu ici. Donc après, il y a le chimiothérapie, donc il y a le plus ou moins chimiothérapie. La chimiothérapie peut aussi parfois avoir lieu avant la chirurgie pour essayer de faire diminuer la taille d'une tumeur quand elles sont vraiment trop grosses.
Donc, comme c'est noté, la chimiothérapie n'est pas systématique, elle participe au contrôle général de la maladie. Donc c'est pour éviter que des métastases apparaissent plus tard, pour tuer les potentielles cellules qui sont dormantes dans l'organisme. Ce que je vous ai dit, il y a deux types. En néoadjuvant, ça veut dire qu'elle est réalisée avant la chirurgie. Donc ça, le but, c'est de faire diminuer la tumeur pour avoir une chirurgie plus conservatrice. Soit elle a lieu après la chirurgie, ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante. Et après, il y a plusieurs protocoles en fonction du type de cancer, parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs cancers, donc il y aura plusieurs protocoles de chimiothérapie. Donc la radiothérapie, elle aussi, elle n'est pas systématique. En cas de, par exemple, en cas de mastectomie totale et s'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, il n'y aura pas de radiothérapie. Par contre, si on fait de la mastectomie partielle, il y aura toujours de la radiothérapie. La radiothérapie, elle participe au contrôle loco-régional, c'est-à-dire au contrôle au niveau du sein et des aires axillaires. Donc on peut irradier le sein, la paroi ou les aires axillaires ou susclaviculaires. Là, pareil, j'ai une petite vidéo sur la radiothérapie pour vous montrer comment ça se passe. Au tout début de sa radiothérapie, elle a un repliement sur là où il y a eu la tumeur. Et il y a des rayons laser, elle a des petits tatouages pour toujours avoir les rayons au même endroit. Donc la radiothérapie en elle-même, la patiente est installée à peu près 4-5 minutes sous la machine, c'est assez rapide, et ça lui libère les rayons là où on veut traiter la patiente. Que la radiothérapie, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, pendant en général 4 à 5 faux termes. On ne leur donne pas des hormones, sinon on nourrirait le cancer. C'est un anti-hormone qui va être là pour bloquer la nourriture du cancer. C'est un traitement qu'on prend pendant 5 à 7 ans pour éviter une récidive avec pas mal d'effets secondaires qui peuvent être en général des douleurs articulaires. On est arrivé du coup à la fin du topo. Donc, si vous avez des questions particulières au niveau du cancer du sein, on est là pour y répondre. Vous êtes bien silencieux quand même. Je pense qu'il y en a qui... Pourtant non. Paris et Gironde, il y a quand même pas mal de gynécos. C'est culturel, je dirais. Bon, moi je vais quand même vous poser une question parce que ma fille a eu un cancer du sein après une PMA. Donc je voudrais savoir si avec une PMA on risque d'avoir un cancer du sein ou si c'est... Je sais pas. On se pose beaucoup de questions à la maison. Voilà.
Après la PMA, on va dire que en soi, c'est pas un sur-risque de cancer du sein, mais quand on a dans un parcours de PMA, on va injecter des hormones. Donc, s'il y a un cancer du sein, il va flamber. Donc, même si elle avait une lésion précancéreuse, eh ben les hormones qui ont été injectées vont nourrir le cancer et vont permettre de passer du stade précancéreux à cancéreux. Donc, en soi, ce n'est pas un facteur de risque, mais ça contribue à nourrir moi, j'ai une question sur l'accompagnement en parallèle justement de votre association. Précisément, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous proposez aux patientes concrètement? Alors, du coup, voilà, la chimiothérapie, c'est pas mal d'effets secondaires, fatigue, nausées, vomissements, perte de cheveux. Il y a eu la chirurgie avant, perte de la féminité. L'hormonothérapie, comme je vous l'ai dit, de douleurs articulaires, il peut y avoir des bouffées de chaleur. Donc nous, dans notre but de bien-être, voilà, on a en plus ce qu'on appelle les médecines alternatives, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, et qui est là justement pour diminuer ces effets. Donc on sait que l'acupuncture, que la réflexologie plantaire peut agir sur la fatigue, sur les douleurs articulaires. Donc les patientes, ça leur porte vraiment un bien-être. Elles se sentent en mode cocooning. Et aussi à côté, on avait fait l'année dernière venir une danseuse du Crazy Horse qui leur a fait un cours de danse pour un peu qu'elles retrouvent leur féminité, parce qu'un sang en moins, ça peut être compliqué à vivre aussi. Donc c'est vraiment bénéfique pour elles. Et on a aussi des socio-esthéticiennes qui viennent leur apprendre à se maquiller différemment au niveau du regard, pour les sourcils qui tombent pendant la chimiothérapie, pour leur apprendre à faire des faux sourcils au niveau maquillage, et pour justement un peu leur remettre cette féminité, se laisser aller et être un peu plus combattante dans la maladie. Excusez-moi, et avec toutes les chirurgies plastiques qui existent, après une abrogation de cancer ou de sein, est-ce qu'il est possible que la personne puisse se refaire faire un sein? Alors la reconstruction mammaire, donc c'est pris en charge par la sécurité sociale quand il y a eu un cancer du sein. Donc, en général, quand c'est une mastectomie partielle, on n'enlève que la tumeur, on arrive à remodeler le sein et de ne pas avoir besoin de chirurgie plus tard. Si la dame a eu une mastectomie totale où il n'y a plus de sein, maintenant on peut soit faire des reconstructions mammaires immédiates, c'est-à-dire que pendant la chirurgie, on creuse le sein, on enlève toute la glande mammaire intérieure, on garde la peau et on met une prothèse directement. Ça, on peut le faire que si la patiente ne va pas avoir de rayons derrière, parce que les rayons vont modifier la peau et ça ne va pas être un résultat très esthétique par la suite. Sinon, elle aura la mastectomie totale, donc elle sera à plat. Et en général, il faut attendre 1 an après les rayons pour pouvoir faire une reconstruction. Donc au niveau reconstruction, il y a différentes possibilités. Soit on lui met elle peut avoir une reconstruction par prothèse. Donc vous allez me dire, il n'y a plus de peau, comment on fait? On met ce qu'on appelle un expandeur, c'est une prothèse qui se gonfle. Donc la patiente vient tous les mois. Et on met cette poche qui est derrière la peau, qu'on gonfle tous les mois pour gagner de la peau. Et dès qu'on a le volume qu'on veut, on le change par une prothèse. Sinon, il y a d'autres possibilités, c'est ce qu'on appelle les lambeaux. On peut prendre le lambeau grand dorsal, c'est une partie du dos avec la peau qu'on vient glisser devant pour reconstruire une poitrine, ou ce qu'on appelle le lambeau abdominal, un dieppe. On vient prendre une ellipse de peau au niveau du ventre qu'on vient mettre sur le sein. Et votre association prend en charge un ou une patiente, le suit jusqu'au bout, l'oriente sur tout ça. Comment ça se passe au sein de votre association? Nous, dans l'association, c'est de toute façon, comme on est gynéco de base, la patiente elle a un suivi du
du diagnostic jusqu'au suivi, parce qu'après, même après l'hormonothérapie, une plante va être, les premières années, elles sont suivies tous les 6 mois pendant 2 ans, et après on a une surveillance annuelle à vie. Quoi qu'il arrive, une patiente qui a un cancer du sein va avoir une mammo tous les ans à vie. Donc après, elles ont le suivi tout au long, et elles sont accompagnées tout au long, orientées, nous, dès qu'on la voit, elle est orientée on l'oriente à l'oncologue si besoin, on l'oriente au radiothérapeute, après elle revient nous voir pour l'hormonothérapie, et après on continue le suivi de A à Z. Est-ce que vous avez fait des études sur le lien entre le cancer et l'alimentation? Il y a des études, mais rien n'est vraiment concluable pour faire des recommandations. C'est pour ça que personne ne pourra vous dire ne pas manger telle chose pour ne pas avoir de cancer du sein. Certains vous diront qu'il ne faut pas manger de sucre, mais si on ne mange pas de sucre, le corps a besoin de sucre. C'est sûr que les cellules tumorales ont besoin de sucre pour se multiplier, mais votre corps aussi a besoin de sucre pour refaire des cellules. Donc il n'y a rien qui est vraiment statué, mis à part le soja. C'est plutôt chez les patients qui ont eu un cancer, il faut éviter de manger trop de soja, parce que le soja a un effet hormonal, comme les oestrogènes. C'est assez étonnant de voir que dans tout le monde, le taux est à peu près le même, parce qu'on n'a quand même pas la même alimentation en Asie, en Amérique, etc. C'est assez étonnant. C'est parce que du coup, il n'y a pas que l'alimentation qui joue. Après, il y a beaucoup de patientes, on voit beaucoup de patientes aussi qui te disent c'est parce qu'il y a eu un choc dans la famille. C'est vrai qu'on l'entend souvent, mais il n'y a pas que ça. Il y a des études qui sont faites aussi par rapport à le tabagisme, Après, c'est pas des études, c'est des études d'observation. Ce ne sera pas des études. On va essayer de voir une dame, on va dire vous fumez pas, et puis on va voir si vous allez avoir un cancer. C'est impossible à faire ce genre de douleur. Je dis les douleurs articulaires, c'est l'effet secondaire le plus décrit sous hormonothérapie, donc Femara, Arimidex. C'est normal. C'est normal, malheureusement, c'est pour ça que du coup on peut vous accompagner dans la prise en charge des douleurs, par de la médecine alternative, mais le traitement, il ne faut pas l'arrêter, parce qu'il est là pour éviter une récidive. On sait qu'un tiers des patientes ne le prennent pas, ne le disent pas, mais ne le prennent pas, parce qu'il y a ces effets secondaires. Donc après, vous pouvez quand même essayer de changer de traitement, parce qu'il y a 3 molécules. Donc parfois, une molécule fait moins de douleur que l'autre. Donc il faut essayer les 3. Peut-être que une conviendra mieux que l'autre. Oui, comme je vous ai dit, le dépistage organisé, c'est de 50 à 75 ans. Mais le dépistage individuel peut être fait avant. Moi, j'ai l'habitude de prescrire une mammo à 40 ans et une à 45 ans. Après, si jamais vous sentez quelque chose, je sais plus du dépistage, mais il faut consulter. Question s'il vous plaît. Sur le port du soutien-gorge avec les baleines. Est-ce que ça favorise ou Il n'y a aucune étude qui a montré que la baleine favorisait le cancer du sein. Est-ce que sous Femara, on peut prendre des vitamines? Sous Femara, on peut prendre tout ce qu'on veut. Il faut juste, du coup, comme je vous ai dit, éviter le soja et le millepertuis. Et style les aliments les aliments complémentaires. Oui, les compléments alimentaires, oui, pardon. Les compléments alimentaires style Beroca avec tous les oligo-éléments, les sels minéraux. Il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication. Merci. On a entendu parler aussi d'hommes qui pouvaient avoir des cancers du sein. Alors le cancer du sein peut arriver chez l'homme. C'est assez rare. Et du coup, si ça arrive chez l'homme, c'est qu'il y a une génétique. Donc c'est dire qu'il est porteur de la mutation. Et dès qu'il y a un cancer du sein chez un homme, il faut de suite aller à la consultation d'oncogénétique. Et toute la famille va être testée pour voir si ils sont porteurs de la mutation ou pas. C'est qu'on a la mutation du BRCA, on a un risque de 96% de faire un cancer du sein. Donc si on est muté, à partir de 25 ans,
avec une échographie, mammographie annuelle et une IRM annuelle. Soit on leur propose la chirurgie prophylactique, c'est-à-dire enlever la glande mammaire, reconstruction immédiate, et du coup on réduit le risque de cancer du sein, on passe à 3-4%. Le risque zéro n'existe pas. Question ? Bon, mais si vous n'avez plus de questions...